Oui, bonsoir ou encore bonjour pour ceux qui vont écouter soit le matin, soit le soir, notre émission préférée, à savoir le kiosque. Et nous avons aujourd'hui 4 thèmes d'actualité que nous allons aborder avec, bien entendu, nos chroniqueurs. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue ce soir ou ce matin, pour cette émission qui est une émission hebdomadaire et qui nous permet effectivement de balayer un certain nombre de thématiques d'actualité de la Martinique, bien sûr, mais pas seulement, de France et parfois sur le plan international. Alors, nous avons nos 4 chroniqueurs. D'abord, Michel Bronchy, qui est donc l'historique. Oui, tout à fait. Historique. Bon, mais écoute, effectivement, notre journal Justice essaie, autant que possible, comme tu l'as dit, de balayer l'actualité d'abord martiniquaise, mais aussi l'actualité française, parce qu'il y a, et là on le verra tout à l'heure, qu'il y a malheureusement un lien de dépendance tel qu'on ne peut pas dire que ce qui se passe là-bas ne nous concerne pas, n'est-ce pas? Et puis alors l'actualité internationale, parce que c'est la vocation d'un journal internationaliste. Nous continuons à appliquer la vieille formule qui est un peu dépassée maintenant, l'internationalisme prolétarien. Trotsky au pouvoir. Oui, oui. Alors la réalité, c'est que nous ne pouvons pas ignorer, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, avec l'Europe, le Mercosur, etc. Et les agriculteurs martiniquais, qui malheureusement sont concernés par tout ça. Donc, alors ce que je voulais dire, c'est que nous avons quand même à nous intéresser plus particulièrement à une situation inédite, et nous allons la développer, une situation inédite et particulièrement grave. Voilà. Non, très bien. Merci, Michel. Alors, j'aurais dû vous dire que ce soir, je présente cette émission à la place de Emmanuel Granier, tout simplement est rendu disponible. Il m'a demandé de venir vouloir le remplacer, ce que je fais avec un grand plaisir. Mais avant de passer la parole aux autres hommes, je vais passer la parole d'abord, après Michel, bien entendu, à Karine Thérèse. Bonsoir pour qu'elle puisse se présenter, mais vous la connaissez bien entendu. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux chroniqueurs. Bonsoir à toi, Raphaël Séminant. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes attentifs à ce qui se passe, parce que c'est important. Et que nous allons vous aider à avoir davantage d'éléments, de discernement, et puis vous éclairer et qu'il y ait une dynamique quand même dans la société et qu'on soit réactif à ce qui se passe. Parfait. Alors, Mathieu. Bonsoir Raphaël, bonsoir à tout le monde. L'ensemble des téléspectatrices et des téléspectateurs. Oui, ça fait partie de la vie, c'est les mensonges, la diffamation. Malheureusement, on est habitué dans ce milieu, ça ne devrait pas exister, mais ça existe. Donc bon, en tout cas, on le pratique au quotidien. En tout cas, je suis ravi d'être là parmi vous et ravi d'être, tu vas le présenter tout à l'heure, d'être avec Justin Daniel qui a été mon enseignant, mon professeur de sciences politiques quand j'étais à l'université. Donc, Justin, tu as une responsabilité ravi d'être ici, parmi vous. Oui. Eh bien, puisque Mathieu a commencé à parler de Justin Daniel. Par contre, lui, il n'a pas l'habitude de venir et c'est avec un grand plaisir que nous l'accueillons parmi nous. Alors, Justin, les thèmes d'actualité te concernent plus particulièrement parce qu'il s'agit de sciences politiques en particulier. Alors, Justin est donc professeur de sciences politiques à l'Université des Antilles et je vais te laisser te présenter, mais de toute façon, tout le monde te connaît, bien entendu. Bonsoir Raphaël, bonsoir à toutes et à tous. Et je dois dire que je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour essayer d'apporter ma modeste contribution pour décrypter cette réalité fort complexe que nous vivons, aussi bien sur les terres martiniquaises que dans l'Hexagone. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que nous disait tout à l'heure Michel, à savoir que il y a une telle interconnexion entre la Martinique et l'Hexagone qu'il faut aborder toutes les problématiques à travers ce prisme-là.
Donc voilà, je vais essayer d'apporter mon modeste éclairage. Parfait, bien, on te remercie. Alors, nous avons plusieurs thèmes, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous savez que nous avons une actualité extrêmement, avec une acuité réelle, c'est le renversement du gouvernement conduit par Michel Barnier. Ce gouvernement a été renversé à l'occasion de l'examen du budget de la sécurité sociale, mais il faut rappeler qu'auparavant, le budget de la nation avait déjà été présenté en première instance, si on peut s'exprimer ainsi, par Michel Barnier, Premier ministre de la France, et que ce budget était allé au Sénat dans le cadre de la navette. Mais il se trouve que ce gouvernement a été renversé à l'occasion de la présentation de 49.3. Alors, je sais que vous, téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez l'habitude désormais de ce vocable 49.3. Ça veut dire qu'on se passe évidemment du vote des parlementaires, et en l'occurrence des députés de l'Assemblée nationale, et qu'on fait adopter, le gouvernement a fait adopter ce texte, il adopte ce texte tout seul, sans passer par le vote des députés. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que ce vote n'a pas eu lieu, puisque le Premier ministre a voulu faire passer le budget de la sécurité sociale par le 49.3, et une motion de censure a été déposée tout de suite par le nouveau Front populaire, qui a été suivi par le Rassemblement national, et forcément, le gouvernement est tombé tout simplement parce qu'il y a eu 311 députés qui ont voté pour la motion de censure. 331 voix. 331 voix. Alors il fallait 288, la majorité c'est 288, mais 331 voix ont adopté cette motion de censure, c'est-à-dire les NFP et le Rassemblement national, ce qui a fait tomber ce gouvernement. Alors, quels ont été les points d'achoppement de ce budget? C'est la question qui nous est posée, qui vous est posée. Qu'est-ce qui a froissé à la fois le Rassemblement national, mais également les NFP? Justin. Alors, d'abord, je crois qu'il faudrait rappeler que ce qui se passe là est historique. Et Dieu sait si, moi, je n'utilise pas les superlatifs, comme c'est souvent le cas pour d'autres. C'est historique parce que c'est la première fois qu'un gouvernement est renversé sur le fondement de l'article 49.3. Parce qu'il y a eu une dissolution. Pas une dissolution, il y a eu un renversement en 1962, une motion de censure, mais c'était à l'initiative du Parlement. Là, c'est le gouvernement qui a engagé sa responsabilité sur un texte, et ce qui a conduit effectivement à cette chute du gouvernement Barnier. Alors, je pense très clairement que le texte qui a fait l'objet de ce rejet est un prétexte en réalité, parce que le sort de ce gouvernement était scellé depuis assez longtemps. Simplement, il y a eu un écran de fumée à travers les négociations et la surenchère, les négociations donc qui ont été menées entre le Premier ministre, qui est allé de concession en concession jusqu'à ce que Marine Le Pen, qui avait dans le viseur ce gouvernement, qui était à portée de fusil, décide de franchir le pas. C'est ça qui s'est joué là. Donc maintenant, pour que nos téléspectateurs et téléspectatrices soient pleinement éclairés, je voudrais peut-être rappeler quelques-unes des dispositions de ce projet de loi et attirer l'attention particulièrement sur celles qui ont fait l'objet de discussions ou de rejets. Alors, il faut partir du principe que le déficit social qui est annoncé pour 2025 est de 18,3 milliards d'euros. Ça, c'est... Et en 2024, il y a eu un dérapage, puisqu'on tablait sur 10,3 et on s'est retrouvé à 18 milliards. Et donc, il y avait là un problème
il fallait apporter des solutions pour combler ce déficit. Et le gouvernement a proposé notamment une baisse de 5% de la part Sécu dans le remboursement des consultations médicales, cette baisse étant compensée à due proportion par les complémentaires santé. Ça, c'est une première disposition qui avait été prise. C'est passé inaperçu, mais il était également envisagé une augmentation de la consultation médicale qui passerait à 30 €. Hein, et puis, bon, à la Martinique, on en parle peu, mais la fameuse taxe lapin, la taxe lapin, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est le fait de prendre un rendez-vous et de ne pas l'honorer et en laissant en plan le professionnel de santé. Et donc, il y avait une taxe lapin qui était prévue. Donc, et le déremboursement des médicaments aussi. Ah ben oui. C'est ça, on avait parlé au début de 5%. Oui, le déremboursement des médicaments. Mais tout ça a fait l'objet de négociations puisque ce texte est allé jusqu'à la commission mixte paritaire. Et les éléments que je donne là, c'est contenu dans la version qui avait été validée en commission mixte paritaire. Pour la branche retraite, et c'est là qu'il y a eu aussi beaucoup de débats et beaucoup de discussions, traditionnellement, les gouvernements, on appelle ça l'indexation, pratiquent une augmentation des retraites pour tenir compte de l'inflation en début d'année. Initialement, Michel Barnier avait décidé de différer cette augmentation. Et là, pour des raisons que l'on peut comprendre facilement, tous les partis politiques, en particulier le Rassemblement national, mais aussi tous ceux qui votent à gauche, sont montés au créneau pour dire qu'on ne peut pas faire ça aux retraités. Et donc, une cote mal taillée a été trouvée, une augmentation de 0,8% en début d'année et une autre de 0,8% en juillet. Mais cela n'a pas suffi pour répondre aux... Tout à fait. Tu vas pouvoir continuer et rajouter un certain nombre d'éléments. Mais Michel, quand Justin dit le sort du gouvernement était scellé, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que, nommant comme Premier ministre Michel Barnier, qui est un homme de droite, d'un parti qui est sorti en dernière position lors des dernières élections législatives, est-ce que véritablement ce n'était pas ça l'élément qui peut permettre d'expliquer que ce gouvernement avait un sort déjà scellé? Bon, on peut considérer que, en tout cas, la situation de l'Assemblée nationale française est une situation inédite sous la Ve République. La Ve République a été façonnée par le général de Gaulle à partir d'un schéma politique avec une majorité et une opposition. En général, une majorité de droite et une opposition de gauche. Bon. Au cas particulier, suite à la dissolution aux élections législatives, on se retrouve avec une assemblée avec 3 blocs. Un bloc avec le Rassemblement national, un bloc central, disons, avec les républicains et les macronistes, en gros, et puis un bloc de gauche avec le nouveau Front populaire lui-même, quand même, il faut bien le dire. Un peu balkanisé, si on peut dire. Parce que, voilà. Ouais. Quand tu dis balkanisé, avec la France insoumise, avec la France insoumise, les socialistes, les écologistes le jeu. Et les communistes. Oui. Bon. D'ailleurs, sur la question du vote de la motion de censure, il y avait quand même des nuances à l'intérieur de ce bloc de gauche. Je dois dire que les communistes ont voté cette motion par solidarité, mais j'ai entendu des déclarations de André Chassaigne et de Fabien Roussel
qui disaient qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette orientation. Bien. Autrement dit, bon. Alors, pour revenir à ta question, bon, c'est vrai que le déremboursement des médicaments, la non-indexation des retraites sur l'inflation... Alors, faut indiquer que nous parlons à la fois du budget de la sécurité sociale, enfin le PLFSS, mais également le budget de la nation. Hein. Alors le budget de la nation... Non, je dis, on parle des deux, parce que les deux ont été présentés. Le budget de la nation, en gros, il s'agissait pour le gouvernement de dire « j'ai trouvé un déficit », ce qu'il a mis un peu en bisbille avec l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. Et le ministre Bruno Le Maire. Et bon aussi, d'ailleurs. Il a laissé entendre quand même que la situation financière qu'il a trouvée était une situation en soi difficile. Qu'il fallait faire 60 milliards d'économies. Bon, les 2 tiers des économies sur les dépenses et 1 tiers pour l'augmentation des impôts. Bon, en gros. Bon, alors, tu n'es pas tout à fait complet, parce que c'est 20 milliards demandés au titre des dépenses de l'État. Donc, une sous-consommation, c'est-à-dire une économie faite sur les dépenses de l'État. Alors, bon, et puis, mais pas seulement. Pas seulement. Une augmentation des recettes par une surtaxation des ménages les plus riches. Bien sûr. Et puis, les sociétés. Ouais, évidemment, les plus en forme. Oui, alors... Et puis, il ne faut pas oublier que ce qui a fâché un certain nombre de collectivités, c'est qu'on leur demandait 5 milliards. 5 milliards, nous sommes bien d'accord. Oui. Bon, alors... Mais est-ce que nous ne sommes pas dans une quadrature du cercle? Parce que c'est vrai que demander 60 milliards, c'est beaucoup, en un coup. Il faut rappeler que les recettes de l'État, c'est à peu près, enfin je parle sous le contrôle notamment de Justin, 350 milliards d'euros. Oui, mais demander 60 000, je viens à toi, je te demanderai de réagir. Est-ce que véritablement nous ne sommes pas dans le cadre d'une gageure, c'est-à-dire de quelque chose d'impossible? Ce que je voulais dire, quand on parle de 60 milliards, effectivement, 60 milliards, la France paie 60 milliards d'euros d'intérêt par année. C'est juste pour montrer un peu la comparaison. L'intérêt de la dette. L'intérêt de la dette qui est de 3 828 milliards. Ouais. Donc, ce qui fait que... Presque le budget de l'éducation nationale. C'est ce que j'allais dire. Donc, c'était pour montrer vraiment la différence. Effectivement, beaucoup en tout cas de parlementaires ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits, tu l'as dit, des différents budgets, que ce soit. Mais il y a aussi le malus qui aurait touché 85% du marché automobile, etc. On pourrait multiplier les différents choix qui ont été faits. On a parlé longtemps de l'électricité, de la taxe sur l'électricité, même si là, le gouvernement Barnier a décidé de reculer dessus. Il avait dit d'abord la moitié, après il a reculé entièrement dessus. Donc, ce qui fait qu'il a fait des concessions jusqu'au bout. Mais en tout cas, comme l'a dit Justin Daniel, vraisemblablement son sort et le destin étaient déjà liés. Mais en même temps, je me dis que des fois, peut-être que Macron, il y croyait. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rappeler que lorsqu'il y a eu la présidence de l'Assemblée nationale, LFI et l'ensemble des différents partis pensaient gagner avec leur candidat. Et malheureusement, Gaëlle Braun-Pivet a gagné. Elle a gagné. Elle a battu le nouveau Front populaire. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il s'est mis à y croire. Il s'est dit que c'est peut-être possible et qu'il y a une alliance qui est possible avec le Front National et qu'on peut y aller si on forme un gouvernement assez proche de leur idée, etc. avec certains. Ça peut marcher. Et c'est ce qu'il a cru. Je pense que c'est ce qu'il a cru et que certains ont cru. Mais malheureusement, ça a explosé très vite, avec les différentes stratégies qu'ont mis en place les différents partis, et notamment Marine Le Pen qui, au fur et à mesure, je ne sais pas si c'est un hasard ou non, mais franchement, honnêtement, sa position a changé depuis quand elle savait qu'elle peut être condamnée le 31 mars à une peine d'inéligibilité directe, sans pouvoir faire appel, et bien sûr à une amende énorme qui pourrait mettre son parti en grande difficulté, le faire couler simplement et faire qu'il sera en grande difficulté financière. Et là, tout de suite, le discours du Front National a changé. Moi, je dis Front National. Du Front National a changé, même si on peut me reprendre. La continuité. Mais tout de suite, voilà, parce que c'est une continuité, c'est sûr, dans les idées en tout cas, c'est clair. Et là, le discours a changé tout de suite. Et malheureusement, ce qui arrive, devait arriver est arrivé. On a vu tout de suite. Alors, Karine, j'ai entendu Marine Le Pen dire écoutez, nous avons fait tomber ce gouvernement, mais le prochain gouvernement, il n'y a aucun problème, nous allons travailler avec lui. Est-ce qu'on peut la croire? Parce qu'en fait, elle a fait marcher Michel Barnier pendant de nombreux jours, lui faisant croire qu'elle n'allait pas le censurer. Et elle l'a finalement censuré malgré
malgré les rétropédalages qui ont été faits à sa demande par Michel Barnier. Eh bien, elle est dans son rôle, elle est dans sa posture, elle est dans une posture de collaboration avec ses pairs au sein du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Sauf que c'était déjà le cas plus ou moins, ils essayaient de fonctionner plus ou moins avec la Macronie précédemment. Là, le rapport de force est différent parce qu'il y a beaucoup plus de représentants du Rassemblement national. Je pense qu'elle est dans son rôle aussi en essayant de garder son calme et de ne pas se montrer déstabilisée par l'affaire en cours. Et je pense qu'elle a tout à y gagner parce que le peuple français est sensible à sa façon de gérer les crises. Et donc, les gens se disent, ici comme ailleurs, malheureusement, pourquoi pas ? Le problème, c'est que sur l'argumentation, sur le travail, sur la rigueur que le Rassemblement national pourrait investir pour l'amélioration de la gestion du pays, on n'y est pas. Et jusqu'à maintenant, ils ont gagné des points en limitant un petit peu l'exposition de leurs idées. C'est-à-dire qu'ils améliorent année après année, depuis Jean-Marie Le Pen, leur communication. Ils ont l'air de fédérer un petit peu plus, alors qu'en fait, l'ADN du Rassemblement national n'a pas changé du tout. Ce que moi, j'ai attiré de cette motion de censure, c'est que déjà, le recrutement dans le gouvernement était déjà très contesté. Il y a eu des mesures qui ont été faites qui étaient à l'encontre de la représentativité du résultat des élections législatives, pour commencer. Par ailleurs, dans les mesures du budget, alors qu'il y a plusieurs rapports qui décrivent la situation dramatique du service public en France, il y a des coupes budgétaires dans le service public, il y a une augmentation des budgets de l'Élysée, il y a des dispositifs favorisant l'accroissement des inégalités. De toute façon, on est dans la continuité de ce qu'a produit la Macronie depuis le début. Donc, la fortune des milliardaires a plus que doublé en 10 ans. Donc, il y a des dispositifs pour favoriser les grands groupes, les grands milliardaires. Il y a très peu de dispositifs pour taxer les transactions boursières. Et en contrepartie, la condition sociale en France se dégrade. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a un classement des intérêts à voyager dans tel ou tel pays. Et la France est le 3e dernier pays d'Europe où il est recommandé de voyager sur des critères de sécurité, de capacité à être soigné, d'exposition au risque de catastrophes naturelles, de conflits armés et de fiabilité des infrastructures. Ça fait beaucoup de choses. Donc ça fait beaucoup de choses, mais l'identité de la France se dégrade depuis plusieurs années. Et malheureusement, ce que renvoie le gouvernement Macron, de toute façon, quelle que soit la disposition, puisque on est dans une continuité, ce qu'on remarque, c'est que les priorités ne sont pas liées aux intérêts strictement des Français. Il y a des intérêts annexes qui pèsent plus dans la balance que le fait de satisfaire la sécurité et la santé du service public. Parfait. Alors, nous avons observé que la majorité des députés antillais ont voté pour la motion de censure. Sauf Max Mathias. La majorité, j'ai dit, la majorité. La majorité. Max Mathiasien et chez les Lyottes, bon, il s'est exprimé, mais globalement, ils ont tous voté pour la motion de censure. Alors j'ai récupéré le communiqué du ministre des Outre-mer, et je m'adresse à toi en particulier, Justin. Le ministre des Outre-mer dit « Nos territoires ultramarins vont payer le prix fort ». Parce que c'était avant que la motion de censure ait été adoptée. Et il dit « Le fait que nous n'ayons pas de budget, ça va priver, je le lis, ça va priver la Nouvelle-Calédonie d'aide. On sait que après les manifestations et tout ce qui s'est passé, la Nouvelle-Calédonie doit être aidée. Priver la Martinique d'un protocole de vie chère.
priver la Guyane de la rétrocession du fonds de foncier et priver l'ensemble des territoires d'un comité interministériel des Outre-mer. Et je rappelle que ce comité était prévu pour le mois de mars 2025. Parce qu'il faut rappeler que le précédent comité interministériel des Outre-mer a eu lieu en juillet 2023. Il y avait évidemment une clause de revoyure un an après, mais quand on sait que, évidemment, il n'y avait pas de gouvernement, Macron a pris 2 mois pour nommer un Premier ministre et donc un gouvernement, on se rend bien compte que ce n'était pas possible de réunir ce fameux comité interministériel des Outre-mer qui avait prévu initialement plus de 70 mesures pour l'ensemble des territoires, des collectivités et territoires d'outre-mer. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce que les parlementaires, les députés antillais, enfin des Outre-mer de manière générale, ont très clairement indiqué qu'il faut tenir compte de nos réalités ultramarines, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on sent bien que nous sommes des oubliés des différents gouvernements qui se sont succédés. En 2 ans et demi, nous avons eu 7 ministre des Outre-mer, ce qui signifie un manque d'intérêt particulier pour les Outre-mer. Donc ils ont décidé de ne pas soutenir ce gouvernement, même si on peut imaginer que ce gouvernement était en grande difficulté pour élaborer un budget et le faire passer, bien entendu. Parce qu'on demande 60 milliards d'euros, nous pouvons comprendre. Ces 60 milliards sont nécessaires, puisque je rappelle qu'en 7 ans de mandature de Macron, il y a eu 1000 milliards de plus de dettes accumulées. On était à 2200, quelque chose comme ça. On est aujourd'hui à 3200 milliards de dettes, avec un PIB qui est extrêmement faible. En tout cas, le déficit représente 113% du PIB. Cela signifie que la France dépense beaucoup plus qu'elle n'a de recettes. Et chaque année, il y a un déficit accumulé qui fait que nous arrivons à ce chiffre astronomique de 3200 milliards de dettes. Puisque chaque année, on fait du déficit. On engrange du déficit. Donc, Justin, qu'est-ce qu'il en est exactement? Pour nous Martiniquais et pour les Outre-mer de manière générale, qu'est-ce qui nous attend? Alors, moi, je tempérerai tout de même les propos du ministre démissionnaire. Parce qu'il y a un principe très simple qui est celui de la continuité de l'État. Il y a un certain nombre d'engagements qui ont été pris et qui devront être respectés. J'imagine mal que l'État laisse la situation telle qu'elle est aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Ça n'est pas possible. Donc, de même, en ce qui nous concerne plus particulièrement à la Martinique, le protocole d'accord qui a été signé a fait l'objet d'un engagement de la part du ministre démissionnaire. Cet engagement, à mon avis, devra être tenu. Et il le sera. S'il le faut, il faudrait peut-être une mobilisation sur place pour rappeler au nouveau gouvernement son existence et l'existence des Outre-mer, parce que tu as tout à fait raison, souvent on a tendance à oublier jusqu'à l'existence des Outre-mer. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas trop inquiet. Par contre, tous ces dispositifs seront effectivement différés dans le temps. Et nous prenons du retard face à une situation qui exige des interventions, je dirais, immédiates. Donc, ça, c'est le souci. Pour le reste, et de manière plus générale, dans ce contexte de crise, de déficit budgétaire et d'endettement de la France, il y a une évidence qui me saute aux yeux. Effectivement, les Outre-mer, qui sont rarement considérés comme des priorités, vont devenir de simples préoccupations au fil des crises qui les animent. C'est ça le problème aujourd'hui. Et le poids d'ailleurs des représentants des Outre-mer, en particulier le ministre ou la ministre des Outre-mer, et je pense également à la DGOM, la Direction Générale des Outre-mer, leur poids dans le concert ministériel et plus largement dans le concert bureaucratique central s'est considérablement affaibli au fil du temps. C'est flagrant. Quand on discute avec les hauts fonctionnaires
de la DGOM, dont le rôle précisément c'est de rappeler qu'il y a des problématiques spécifiques à ces territoires ultramarins, et bien souvent, ils sont obligés de faire ce constat. Les autres ministères oublient jusqu'à son existence. Donc, et c'est ça qui, je pense, pose aujourd'hui véritablement problème dans nos territoires. Donc, je pense que pour y faire face, il faut qu'il y ait des mobilisations très fortes dans les territoires ultramarins, quitte à coordonner leur action, même si les problématiques sont très différentes d'un territoire à l'autre, de façon à peser sur les choix qui seront faits au niveau du gouvernement. Et un tout dernier point, pour expliquer que finalement, quand on regarde l'évolution, on se rend compte qu'il n'y a pas aujourd'hui d'intérêt ou de manifestation d'intérêt pour ces territoires dans la haute fonction publique. J'en ai discuté avec le directeur de l'ENSP là, qui a remplacé l'École nationale d'administration, et il me disait qu'il n'y a aucune formation pour ces hauts fonctionnaires sur les Outre-mer. Quand ils arrivent, ils sont à peine briefés par la DGOM et ils découvrent des réalités qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Et ça, c'est à mettre en lien, en miroir avec l'évolution donc sociographique de ce personnel et du personnel politique. En fait, le dernier homme politique, pour le meilleur comme pour le pire, qui a montré un intérêt pour l'outre-mer, c'est Chirac. Et après, plus rien. Et donc, Mathieu, cette loi d'orientation de programmation et cette exonération de la TVA sur les produits de première nécessité, en tout cas les produits qui sont les plus consommés, il y a quand même une inquiétude. Oui, il y a une inquiétude, en tout cas la collectivité. Ne serait-ce que par le fait que le job. Après, effectivement, on est obligé d'attendre parce que aujourd'hui, lors de l'intervention du président de la République, il a promis pour juste la continuité qu'à la mi-décembre sera présentée une loi spéciale qui permettra simplement que tout ce qui avait été voté et acté en 2024 soit appliqué pour permettre la continuité, en résumant très simplement, du service public, que les fonctionnaires soient payés, etc., et que les impôts soient prélevés. Et puis après, en 2025, en espérant qu'il y aura un budget qui sera voté rapidement pour que tout le monde ne voit pas ces impôts augmenter, parce que ce qui fait que 360 000 personnes qui n'étaient pas imposables risquent de devenir imposables selon les statistiques, etc. Et beaucoup de personnes, 18 millions, risquent de voir leur impôt augmenter. En tout cas, c'est ce qui est dit, mais on verra ce que ça donne. Mais ça ne va pas durer longtemps, parce que très rapidement, la nouvelle loi de finances peut revenir là-dessus, y compris de manière rétroactive dessus. Mais en tout cas, ce qui fait que certaines entreprises qui étaient déjà inquiètes ne bougent pas trop. En ce moment, sont plus ou moins rassurées. En tout cas, j'ai vu que les marchés n'ont pas trop bougé. En regardant jusqu'à maintenant, j'ai vu que les marchés n'ont pas bougé. Contrairement à ce qu'on disait, il n'y a pas en tout cas d'effondrement tout de suite à ce niveau-là. Mais pour répondre à ta question plus précisément, c'est vrai que ça risque de retarder les choses, notamment sur la partie de la TVA, qui était déjà plus ou moins actée. Et rappelons qu'au 1er janvier, le 1er janvier c'est dans 3 semaines quasiment, que les choses devaient être faites, qu'il y avait déjà un travail en commun qui était mené notamment par la douane, pour déjà, parce qu'il y a énormément, il y a 7000 produits, donc il faut revoir tout ça, ça prend du temps. Et ce qui fait parce que rappelons qu'avant, il y avait, ne serait-ce que même pour les hypermarchés, il y avait déjà un travail qui avait déjà commencé, parce qu'avant c'était 134 produits. Quand on passe de 134 à 7000, il faut créer des logiciels. Parce qu'avant, ils n'avaient même pas de logiciel, donc ce qui fait qu'ils nous le disaient, donc ils étaient en train de travailler dessus. Là, ça risque de faire les choses, prendre du retard sur la partie TVA. En tout cas, il y a la continuité qui est faite, parce que les élus de la collectivité ont voté sur l'exonération d'octroi sur la péréquation. Donc, ce qui fait que ça sera moins visible. Mais écoute, Mathieu, en fait, le président du conseil exécutif avait lié l'exonération de l'octroi de mer à l'exonération de la TVA. Alors, qu'est-ce qu'il en sera? Il l'avait lié, mais l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'en gros, les choses continuent déjà quand même. Et je pense que, comme l'a dit Justin Daniel, les choses vont être respectées. Parce que compte tenu quand l'exonération de la TVA est passée en commission, ça a été adopté. Il y avait une unanimité déjà de l'ensemble des élus et de l'ensemble des mouvements. Donc ça ne causera pas de problème à ce niveau-là. C'est pas ce qui a causé blocage. C'est pas ce qui a causé blocage au niveau... moi j'ai entendu les différents mouvements, les différents partis et leurs représentants, ils actaient cela. Donc logiquement, une majorité se dégagera pour ce vote-là et je pense
pas vraiment qu'on va remettre ça, même si on attend le nom du Premier ministre qui sera mis en place, le convenu, etc. On ne sait pas qui. Mais pour moi, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Je précise que cette exonération de la TVA avait été validée par le Parlement. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que j'étais en train de dire. Il fallait une formalisation, comment dire. Par le projet de loi de finances. Il y aura une nouvelle loi de finances. Mais le problème, c'est le découplage entre les deux calendriers. Celui de la collectivité territoriale de Martinique et celui de l'État. C'est ça qui pose problème. C'est ça. Mais Karine, je crains que les mouvements citoyens qui prévoyaient que rien ne se ferait, en réalité, ne trouvent là, comment dire... Ah bon Si, j'ai même entendu le président du RPRAC dire « Vous autres, moi t'ai dit, vous autres, rien pas de fait. » Donc, si au 1er janvier, nous n'observons pas de diminution des prix, je crains fort que, effectivement, le mouvement citoyen se sente un peu conforté dans sa position. Eh bien, premièrement, l'élément d'information que j'ai à apporter, c'est que Stéphane Lenormand, qui est député de Saint-Pierre-et-Miquelon et député Lyotte, avait demandé un engagement à Michel Barnier sur le fait de sauvegarder les mesures prises pour l'outre-mer dans la prochaine disposition du budget 2025. Et Michel Barnier lui avait donné une réponse positive avec l'accord d'Emmanuel Macron. Donc, Michel Barnier ou pas, c'est surtout le PCE qui a obtenu. Parce que je voulais dire qu'il avait déjà fait un courrier à la collectivité en rappelant il y a tant les choses avant que. C'est surtout le PCE qui est allé voir Michel Barnier qui a obtenu effectivement de lui un engagement concernant l'exonération. Dans les 24 ans, un courrier arrivé en tout cas à la collectivité pour confirmer les engagements qui avaient été pris. On t'a coupé la parole. Excuse-moi, non, c'est la réalité. Et donc, du coup, normalement, dans les prochaines dispositions du budget de 2025, normalement, on devrait sauvegarder les dispositifs liés à la bataille contre la vie chère à la Martinique. Cependant, pour moi, si les mesures ne sont pas satisfaisantes, il est légitime de la part des citoyens de revendiquer leur opinion, de manifester leurs opinions et puis de demander davantage de justice sociale. Parce qu'en réalité... on ne sait pas on ne sait pas à quel sein se vouer. Les prix ont énormément augmenté de manière complètement déraisonnable. Je ne sais pas si vous avez reçu ça sur vos téléphones, mais j'ai vu la photo d'un jambon de Noël à 64,90 €. Enfin, quand même, je pense qu'en plus de la tête de laitue à 7 € dans un supermarché du Sud, je pense qu'il faut arrêter quand même avec un peu de... Il faut arrêter de manger, tout simplement. Je pense qu'on est capable d'autre chose que d'acheter pour vendre, et je pense qu'on peut produire et qu'on peut gérer nous-mêmes de façon à être de plus en plus souverain alimentairement, et puis qu'on puisse améliorer notre suffisance alimentaire. Michel, je rebondis sur ce que disait Justin Daniel tout à l'heure, à savoir qu'il fallait une sorte d'union de nos parlementaires, mais pas seulement, de nos représentants locaux, pour faire valoir en tout cas pour porter haut notre voix, pour que les choses s'améliorent. C'est la conclusion à laquelle j'aboutis, mais au départ, par contre, je ne partage pas son optimisme sur la continuité de l'État. La réalité, c'est que nous sommes en face. Nous sommes d'une crise à la fois politique, mais aussi d'une crise de régime. Oui, crise de régime. Nous sommes au bord de la 6e République, si je comprends bien. Autrement dit, le gouvernement Barnier est tombé. Macron doit nommer un Premier ministre, on ne sait pas quand. Et qui? Dans quelques jours. Et d'autre part, les projets de budget financier PLF-16 et PLF, projet de loi de finances de la sécurité sociale et projet de loi de finances, là-dessus les juristes ne sont pas tous d'accord. Ils devraient être, il faut pour qu'ils soient menés à leur terme, repris par le nouveau gouvernement. Mais ce n'est pas obligatoire.
pas le projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque ce projet a été rejeté. Donc il faut le reprendre entièrement. C'est un nouveau projet qui sera présenté. Donc nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Par conséquent, bon, ça c'est un premier élément. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la Martinique est dans une crise sociale de première grandeur. Que l'affaire de la Vicère n'a été qu'un révélateur. Nous sommes d'accord. Un révélateur des inégalités sociales, on va en parler tout à l'heure, considérables, et de la dépendance économique de notre pays, dépendance alimentaire. Je rappelle, 38% seulement de notre consommation, oui. 38% de notre consommation est couverte par notre production locale, consommation alimentaire de fruits et légumes. Bon. Par conséquent, et tu l'as souligné, en plus, du point de vue géopolitique, dans le panorama politique français, on ne s'intéresse à l'outre-mer que lorsque il y a des élections présidentielles qui sont conséquentes. Et notamment quand l'outre-mer vote, hélas, pour le parti d'extrême droite Le Pen. Bien. Par conséquent, je ne crois pas. C'est un point de vue personnel. Je ne crois pas que les députés et les parlementaires antillais doivent nécessairement suivre les politiques français dans leur guéguerre. Non, mais tu préconises quoi? Parce qu'en fait, c'est ça, il fallait je ne crois pas. Se prononcer. Ils sont à gauche. Bon, nous avons voté pour le nouveau Front populaire. Mais je ne crois pas que la défense de nos intérêts passe. Nous devons d'abord défendre nos propres intérêts. Non, mais alors non, je te passe à porter. C'est pour ça que je partage la conclusion de Justin Daniel. C'est que nous aurons besoin, à partir de janvier 2025, quelle que soit la configuration du nouveau gouvernement qui sera nommé, bon, je crains que nous repartions à zéro. Alors, oui, je te passe à parole. Je termine. Oui. Il a fallu plusieurs semaines pour que M. Buffet prenne connaissance, tu as souligné à juste raison, que la plupart des ministres de l'Outre-mer, quand ils nous nommaient, il y en a eu 6. Et la crise de la vie chère avait commencé, et il a fallu plusieurs semaines pour que M. Buffet prenne en compte la situation de la Martinique. Bon. Et qu'il vienne ici parfaire sa connaissance. Je ne connaissais même pas la. Alors, de toute façon, moi je pense que nos députés n'avaient pas le choix que de voter la censure. Lorsqu'on vous présente un budget dont les recettes sont réduites de 37%, alors même que nous savons que les collectivités des Outre-mer sont sous-financées. Nous vivons ça. Je vais parler par exemple de la CTM, enfin Mathieu est là, Mathieu pourra effectivement confirmer ce que je dis. Mais nous, ville de Fort-de-France, parce que vous savez que je suis de la ville de Fort-de-France, eh bien nous souffrons de ça. Le sous-financement, c'est 200 millions chaque année qui nous sont retirés. Et qu'est-ce qu'on nous propose à la place? Des contrats de redressement. Enfin, Michel, tu es avec nous au conseil municipal. Oui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Des contrats de redressement. Ce n'est pas le gouvernement Baranier qui fait ça. Non, mais bien entendu. Bon. Mais lorsque... Mais non, Michel. Bon. Lorsque déjà... Depuis Hollande. En situation de sous-financement. Bon. Mais non, mais Hollande avait demandé effectivement... Mais Hollande, c'est Hollande qui a sabré les budgets de collectivité. Nous sommes bien d'accord. Sauf que je te dis, là, nous étions déjà dans une situation extrêmement difficile. Absolument. Là encore, on vient nous rajouter une économie qu'on nous demande de faire.
de manière générale, de 5 comme milliards. Comme à toute la France. 5 milliards comme à toute la France. Mais nous sommes déjà défavorisés. Et qu'est-ce qu'on nous a proposé après le rapport passé en Cazeneuve? Qu'est-ce qu'on nous a proposé? Des contrats de redressement. Oui. La ville de Fort-de-France reçoit 1,3 million chaque année sur 3 ans, sur un déficit de 60 millions d'euros. Mais... C'est une goutte d'eau dans la mer. Donc voilà. Mais je te laisse la parole, Justin. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Michel, la politique, c'est aussi une affaire de négociation. Et si on en est là aujourd'hui en France, c'est parce qu'il n'y a aucune culture de coalition et encore moins de compromis dans une assemblée qui est fragmentée, qui est une sorte de puzzle. Le poids des parlementaires au sein du Parlement français aujourd'hui est dérisoire. S'ils vont à la bataille tout seuls, ils ne pourront peser, ils vont peser 3 fois rien. D'où cette nécessité d'entrer en discussion, de rechercher au sein du Parlement des soutiens pour faire entendre nos causes. Et je pense que le fait que les parlementaires ont voté dans le cadre du projet de loi de finances, cette fois-ci le budget de l'État qui est en discussion, ils ont voté sans rechigner l'exonération de la TVA, ouais. C'est un bon signe. Il faut s'appuyer là-dessus. Et pour faire entendre, le cas échéant, raison au nouveau gouvernement, s'il lui viendrait à l'idée de s'y opposer. Donc moi je pense que il faut tenir compte de ces paramètres-là. Oui, alors, s'agissant du vote de la motion de censure, bon, là aussi c'est un principe qui a joué dans le fonctionnement des institutions, qui est tout simplement celui de la discipline parlementaire. Dire, nos députés appartiennent à des groupes parlementaires, oui. Et pour peut-être négocier demain, justement, ils ont été contraints. Bon, leur âme de conscience, malgré tout, contraints. Ils ont fait le choix de voter la censure. Alors même qu'ils ont été dragués par le gouvernement pour ne pas voter la censure. Au-delà de ça, ça s'est traduit tout de suite dès le vote de la censure. Bon, on l'a vu, une déclaration de LFI qui parlait du PS, etc. Chacun, LFI demande tout de suite la démission du président. Bruno, le secrétaire général du Parti socialiste dit que nous ne demandons pas la démission du président. Olivier Faure, nous souhaitons... T'en fais pas, je connais très bien son nom. Je ne l'ai pas oublié. Contrairement, non, je voulais dire ça simplement parce que je ne l'ai pas oublié par rapport à quelqu'un qui ne tient pas sa parole et ce qu'il dit. C'est juste ce que je voulais dire. Non, mais c'est pour les téléspectateurs. Oui, bien sûr. Et ce que je voulais dire, tout de suite, eux, ils ont dit, nous sommes là pour gouverner, nous souhaitons gouverner, pour mettre en place un gouvernement. Donc on a vu tout de suite que les choses ont changé et que d'ailleurs, qu'il y a une vraie tension entre les différents groupes qui font partie du Front populaire. C'est ça. Et cette tension est inquiétante en tout cas. Oui. À un certain niveau. Parce qu'on voit, d'ailleurs, ça s'est traduit. Jean-Luc Mélenchon qui était dans l'hémicycle, mais à l'étage, lorsque le représentant et le chef de groupe du Parti Socialiste a pris la parole, il est parti. Il s'est levé, il est parti. Fou du hasard, peut-être qu'il voulait aller aux toilettes, etc. On ne sait pas. En tout cas, il n'est pas revenu et pourtant le discours de Vallaud-Belkacem a duré quand même un petit moment. Alors Karine, quel est ton point de vue là-dessus, sur tout ça? Je me suis toujours exprimée sur le fait qu'il y ait une méconnaissance de la réalité de nos territoires. Nous avons besoin davantage de représentativité. C'est d'ailleurs la vocation du groupe LIOT, LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, qui travaille à l'autonomie des territoires en Outre-mer, mais aussi sur le territoire hexagonal. Et qui permet, pas encore, n'est pas encore suffisamment fort, mais qui œuvre pour qu'il y ait une défense des spécificités de chaque territoire. Mais tu penses que Max Materzin, je rappelle aux téléspectateurs que c'est un député guadeloupéen, a eu raison de ne pas voter la censure, en fait? Non, je pense qu'il a eu tort. Mais dans l'IOT, il y a aussi liberté, il a la liberté Discipline de parti. Alors, ils sont relativement indépendants les uns des autres dans l'IOT. La discipline de parti ne s'impose pas à l'IOT parce qu'il y a le mot liberté, justement. Et donc, non, mais ça reste un groupe parlementaire. La discipline d'un groupe parlementaire. Alors, c'est un groupe parlementaire, mais ce n'est pas un parti. Oui, d'accord. Et donc, par conséquent,
le mot liberté prend encore plus de place dans le mode de fonctionnement de Lyot que dans tout autre parti. Et donc, par conséquent, il avait la liberté de le faire, on respecte son choix. Mais Olivier Servat, qui fait partie de Lyot, a voté. Oui. Bon. Ouais. Donc voilà. Mais quant à la représentativité de nos territoires, il nous appartient de créer une union des Outre-mer pour déjà rendre plus visible la réalité de nos territoires, parce que actuellement le pouvoir décisionnel est centralisé à Paris. Ce qui est une préoccupation pour Lyot, et Lyot essaie de lutter pour qu'il y ait une décentralisation des pouvoirs de l'État et que les territoires soient de plus en plus autonomes et qu'ils puissent gérer un maximum de fonctions. On n'y est vraiment pas, on est vraiment à l'opposé pour le moment, mais peut-être qu'un jour Lyot sera suffisamment fort pour décentraliser les pouvoirs de l'État et puis éviter que Paris ne décide, avec la méconnaissance du terrain qu'il y a, de prendre des décisions qui sont difficilement applicables en fonction de tel ou tel territoire. Donc c'est important de le signaler. Et puis, nous sommes, dans l'Outre-mer, nous représentons 93% des côtes françaises. Donc c'est grâce à nous que la France est une puissance maritime, la deuxième puissance maritime mondiale. Nous représentons 7,5% de l'électorat français, donc ce qui n'est pas rien, mais malheureusement, on y pense uniquement en période électorale. Et il faut penser aussi au développement des territoires et à l'attractivité des territoires et au bien-être des ultramarins qui vivent dans ces territoires. Donc nous manquons de reconnaissance, nous manquons d'intérêt de la part des pouvoirs décisionnels de Paris. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait... C'est ça, Mathieu, moi, je voudrais juste dire deux choses, dont une qu'on a oubliée. Je voudrais parler de deux choses. Le désintérêt que certains élus et le manque de pouvoir qu'a le ministère dit des Outre-mer, est-ce qu'on veut. Je suis d'accord. Qu'on n'avait pas pendant un moment. À un moment, on n'avait pas de ministère de l'Outre-mer. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Justin Daniel. Même si là, ils ont essayé de le rattacher directement au Premier ministre pour lui donner un peu plus de pouvoir. Mais ça ne sera traduit par quoi? Mais par la présidente de l'Assemblée nationale, Gaëlle Houellebecq, qui on lui a donné parce qu'à la base, elle voulait, à l'époque, le ministère de la Justice, et que Moïti a dit qu'il ne bouge pas et qu'il reste là, etc. Et à défaut, on lui a donné le ministère des Outre-mer. Elle a fait 2 jours, elle est partie dès qu'elle a pu aller, parce qu'il y a un désintérêt total de l'ensemble des ministres. C'est la même chose. Voilà, c'était un ajustement politique. Il n'a jamais eu manifesté le moindre intérêt pour les Outre-mer. Sur le fait que l'exonération de la TVA, j'ai pratiquement pas de doute, comme l'a dit Justin Daniel. Les élus, en tout cas de l'Assemblée, les parlementaires, ils vont revoter cette exonération. Là où on a notre enjeu important, il ne faut pas oublier que Michel Barnier s'est engagé à ce qu'une loi programme soit présentée. Parce qu'on parle des moins 20%, etc., mais c'était qu'un pas. Ce n'était qu'un pas. Si on veut vraiment faire avancer les choses et vraiment travailler sur ce renouveau et ce développement économique de notre pays, cette loi programme-là était très importante parce que tu as parlé du SIOM. Moi, le SIOM, je suis habitué à voir le SIOM. Franchement, c'est une grande messe où chacun vient. On dit, mais tiens, toi, la Guadeloupe, je vous donne ça. La Réunion, je vous donne ça. La Martinique, je vous donne ça. Chacun vient avec un panier. Mais un panier, franchement, c'est un panier percé. Et quand on repart pas avec grand-chose. Et franchement, ça n'a pas trop d'intérêt. Si on veut vraiment faire changer les choses et faire que notre pays puisse vraiment avancer, cela passe par une loi programme, entre autres, comme il y avait, comme Claude Lise avait créé à l'époque avec la LOUM, etc. en 1999-2000. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Et là, il y a un enjeu, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner avec le nouveau gouvernement. Est-ce qu'il sera d'accord pour qu'on puisse présenter, comme l'avait pris comme engagement, Michel Barnier. Et là, à ce niveau-là, c'est un enjeu très important d'ailleurs pour le développement de notre pays. Et là, je suis d'accord. Hein, on n'a aucune garantie, par contre. Oui, clairement. Non, alors moi, je vous lis une note qui est publiée par Le Monde. Pas trop long, j'espère. Je vous lis un extrait. Bon. Un extrait. Ce sont des constitutionnalistes qui ont des professeurs de droit. Du fait de la censure du gouvernement, les chances de voir le Parlement adopter un budget pour 2025 s'éloignent. Les délais sont en effet trop serrés pour qu'un nouveau projet préparé par un prochain gouvernement soit examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat avant le 31 décembre. Non, ça, c'est connu. Bon, c'est la loi spéciale d'ailleurs. En l'absence de budget voté et promulgué d'ici la fin de l'année, le nouveau gouvernement pourrait demander d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les impôts et par décret les crédits se rapportant au service voté, comme le prévoit la ligne 4
de l'article 447 de la Constitution. Autrement dit, nous sommes dans un mécanisme où on est obligé d'utiliser les lois d'exception de la 5e République. C'est courrier. Non, ce ne sont pas des lois d'exception. Parce que tout ce que Michel vient de nous dire là est bien encadré par l'article 45 de la Constitution et également par la LOLF, la loi organique sur la loi de finances. Quoi. Donc, tout ça, c'est inédit, mais ça n'a rien d'une loi d'exception. Donc, concrètement, ce qui est considéré par l'opposition comme des lois d'exception. Non, mais attends. Concrètement, la loi d'exception, ce serait de l'article 16, c'est-à-dire que tous les pouvoirs prévus reviendraient au président de la République. C'est l'adoption d'une loi spéciale sous le fondement de ces textes-là, permettant au gouvernement, et ce sera le gouvernement, ça peut être le gouvernement démissionnaire qui présente cette loi spéciale, d'une part de percevoir les impôts, et d'autre part, d'ouvrir des crédits sur le fondement de l'année N-1, c'est-à-dire 2024. Mais tout ça a un caractère temporaire. J'imagine mal la France passer l'année 2025 sans budget. Je ne veux pas faire de pari, mais il me semble que le budget sera adopté dans le pire des cas au cours du premier trimestre de l'année 2025. Alors il s'éloigne l'idée du shutdown américain. Mais il n'y a jamais eu de shutdown. C'est ça. C'est pas possible. Parce que, oui, aux États-Unis. Non, nous sommes bien d'accord. C'est pas possible. Non, mais parce que certains évoquent ça forcément en essayant de faire peur aux uns et aux autres en disant les fonctionnaires ne seront pas payés, les factures des fournisseurs ne seront pas payés également. C'est ce qu'Elisabeth Borne a dit, mais c'est tout à fait faux. Non, mais c'était pour dramatiser l'enjeu. C'est le shutdown américain qui ne peut pas avoir lieu en France. Non, il y en a même qui vont gagner parce qu'il y a des mesures, en tout cas, qui n'étaient pas avantageuses pour beaucoup de personnes qui vont être mises en place. Et là, notamment, quand on parlait du gel de l'impôt et du barème pour les retraités, et bien là, automatiquement, il va passer à 1,8. Ah ben oui. C'est ça la réalité. Donc les retraités, il faut, honnêtement. Et là, on pourrait prendre une série de mesures, les malus, etc., tout ce qui devait être mis en place, ça ne sera pas appliqué. Donc, franchement, les véhicules vont coûter moins cher, etc., de ce qui était prévu. Donc, ce qui fait que, contrairement à ce qu'on fait croire, avantages et inconvénients pour certaines choses. Mais il y a une vraie nécessité, en tout cas, que ce budget soit voté. Non, mais si vous voulez bien... Ce sont des débats juridico-politiques de la classe politique française sur lesquels je ne me prononce pas. Mais tu as des représentants dedans que tu accompagnes au quotidien, Michel. Dont les effets te concernent. Par contre, la conclusion, Michel, c'est que nous avons le devoir de défendre nos intérêts, de les faire valoir, oui. Oui, nous sommes d'accord. Tout le monde est d'accord. Et que par conséquent, la loi d'orientation et de programmation, oui. Parce que je suis partisan de la planification. Si on veut sortir de la Martinique... C'est très coco. mais oui. Ça nous rappelle des souvenirs. Oui. Mais si nous voulons... Des années 50... Programmation, aux États-Unis, c'est planification. Oui. OK? Bon, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que on met en place des actions qui sont échelonnées dans le temps avec des crédits, avec des décisions juridiques qui sont échelonnées dans le temps. Et on ne navigue pas à vue comme on le fait maintenant. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Non mais attends. C'est ça qui peut sortir la Martinique du sous et du mal développement. Alors deux choses. D'abord, il faut effectivement que tous nos parlementaires, enfin la classe politique en général, puissent effectivement se présenter avec un projet. Nous avons le projet, parce que de toute façon, le Congrès s'était réuni et va se réunir encore. J'imagine que ce sera pour le mois de janvier. Début janvier. Début janvier. La date sera votée. Il y aura donc effectivement ce Congrès qui va pouvoir définir la position de la Martinique, mais il ne faut pas que ce soit seulement la Martinique. Il faut également que la Guadeloupe y soit, que la Guyane, etc. C'est ce qui a été en tout cas engendré, puisque quand même ça sera une loi qu'on peut concerner l'ensemble des territoires. Et c'est d'ailleurs cette démarche qu'avait commencé le président du Conseil exécutif Serge Letchimy en se rendant il y a 2 semaines en Guadeloupe et en rencontrant que ce soit le Conseil général et la région en Guadeloupe et en ayant au téléphone et en visio les autres départements, les autres pays. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu la déclaration de Fort-de-France.
qui a mis le pied à l'étrier concernant cette démarche-là. Alors, Justin, tu vas probablement nous dire quelque chose d'intéressant à ce propos. Très, très rapidement, j'ai un point de vue bien arrêté sur cette question-là. Et j'ai suivi les échanges entre le président du conseil exécutif et le préfet, ce dernier disant qu'à la Martinique, il n'y a pas de projet. Alors, je précise par ailleurs que ça, c'est le discours dominant à Paris. On l'entend dans tous les ministères. Moi, je répondrai, à la Martinique, peut-être qu'il n'y a pas de projet, mais il y a des projets. Et ce qui manque terriblement à la Martinique, c'est une cohérence stratégique qui permettrait à ces projets de porter une vision. Ça, nous ne l'avons pas à la Martinique. Et ce qui donne parfois cette impression que nous n'avons pas de projet. Oui. Ouais. Alors, il y a toute une série d'outils de planification qui ont été adoptés par la collectivité territoriale de Martinique, sous l'ancienne mandature, sous l'actuelle mandature. Tout à fait. Il y a des choses qui vont dans le bon sens. Moi, j'ai trouvé que le schéma territorial de développement économique et territorial, pour moi, il était... SMDE. Ouais, SMDT. Oui. Pour moi, il était très bien. Ce qui a été adopté dans le domaine de l'agriculture par la CTM, moi, je trouve ça excellent. Notre difficulté dans ce pays, c'est ce que j'appellerais un acte manqué. C'est-à-dire, on a ces outils, mais on peine à passer à la phase de planification de l'action publique. C'est là qu'il faut qu'on fasse de très gros efforts, parce que tout se passe comme si, finalement, ces outils, ils finissaient par dormir dans des tiroirs. Ça, c'est le premier élément. Les lois d'orientation et de programmation me laissent sceptique. Pourquoi? Refaisons l'histoire. Depuis 1960, on a fonctionné essentiellement sur cette base-là. La loi programme Debré, exact, qui disait en gros, je crois que c'était le mot du sénateur. En 1962. Ouais, Marianne qui disait, en gros, on a récuré, on a nettoyé la Martinique, maintenant il faut l'équiper avec les lois de programme. Après, il y a eu les lois Ponce et toutes les lois subséquentes, et on a terminé avec la LOPOM. Et ce qu'une loi fait, une autre peut la défaire. Il ne faut jamais l'oublier. Lorsque les finances de l'État sont mises à mal, eh bien, on déprogramme. Il ne se passe rien. C'est ce qui est arrivé avec Sarkozy, je le rappelle. Il y avait une loi de programme adoptée sous le deuxième quinquennat de Jacques Chirac, et Sarkozy a rayé ça d'un trait de plume. Moi, je crois qu'il faut vraiment penser l'articulation entre ce que nous faisons au niveau local, ce que nous programmons, la mobilisation de tous les schémas, de tous les outils qu'il faut mettre en cohérence, et avec une éventuelle loi de programmation. Il faut penser les choses globalement. Et ça, jusqu'à maintenant, on l'a pas fait. Attends, avant que je ne te passe la parole, Mathieu, parce que j'entends ce que tu dis, mais ne faut-il pas penser qu'aujourd'hui, il nous manque quelque chose d'essentiel, c'est le pouvoir local? Alors, parce que certains disent, vous avez déjà suffisamment de pouvoir, vous ne pouvez rien en faire. Alors, on nous cite évidemment les déchets, le transport et l'eau pour dire, regardez, vous avez les pleins pouvoirs sur ces domaines, sur ces segments de politique publique. Et en fait, vous êtes, Justin, et vous êtes en échec sur ces segments de politique publique. Ça, c'est la perception de l'opinion. C'est exactement. Moi, ce que je dis, pour avoir géré certains de ces segments, et notamment les déchets, lorsqu'il vous manque 10 millions d'euros par année pour pouvoir, dans la filière déchets, c'est une complication. C'est une complication. En plus, je reste sur les déchets, mais je vais donner la parole tout de suite à Mathieu. Lorsqu'il vous manque une troisième ligne de four sur les usines d'incinération, qui coûte 60 à 70 millions d'euros, et vous ne les avez pas, même si vous faites appel aux fonds européens, vous êtes devant une complication inouïe. Et je ne parle même pas de l'eau. Il manque 300, 400 millions d'euros pour rénover, moderniser le réseau d'eau. Et nous perdons 50% de la production d'eau. Alors, dans ce que tu dis là, il y a plusieurs. Je crois qu'il faut serrer les enjeux. Il y a
la dimension financière. Clairement. De ce point de vue-là, le territoire est défavorisé, mais il y a également le pouvoir normatif. Exact. Donc, pour moi, le pouvoir normatif, il faut le revendiquer sur la base de ce que je disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui nous manque? C'est sur cette base-là qu'il est revendiqué. Il nous manque cette base-là qu'il est revendiqué. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque l'adhésion populaire. Non, parce que pour le moment, on n'a pas franchi l'étape que je signalais tout à l'heure. Cette mise en cohérence, du point de vue stratégique, de tous les outils. Et avec, en plus... Cette mise en cohérence, en tout cas, moi, je peux le dire. Oui. En tout cas, pour beaucoup de choses a été faite. Quand le préfet dit qu'il n'y a pas que les élus martiniquais n'ont pas le projet, etc., c'est totalement faux. Il y a eu des congrès, il y a eu des conclusions, il y a eu cette mise en cohérence, comme tu dis, parce qu'il y avait déjà à la base les outils de planification, tout ce qui avait été fait, le SAR, etc., ce qu'on veut, les différents schémas qui ont été mis en place. Il y a eu différence, ça a été chiffré, tout a été fait, mais les élus se heurtent à quoi à un certain moment, comme l'a dit Raphaël. Il y a la différence entre compétence et pouvoir, et il y a beaucoup de choses qu'il faut que les choses soient. Il nous faut, voilà, on ne peut pas, parce qu'on est coincé, parce qu'il faut passer par le Parlement, notamment le Parlement français, ce qui se passe. Exactement. Et c'est là la limite sur beaucoup de choses, et dans beaucoup de domaines. Et cette procédure d'habilitation, excusez-moi. Non. D'habilitation. C'est un leurre, écoutez, franchement, c'est un leurre. Non, hein, franchement. Je pense que le moment est venu, en portant un projet bien identifié, de revendiquer ses pouvoirs normatifs. Mais si, parce que pendant longtemps, on a mis la charrue avant le bœuf dans ce pays, on disait, on veut d'abord un pouvoir normatif pour pouvoir faire. Non. Là, oui, mais là, il faut articuler les deux choses. Donc, ce projet-là, et pour être en capacité de le négocier, ce pouvoir normatif. Donc, il faut vraiment avoir une vision, un projet cohérent, prenant en compte toutes les dimensions du problème, de façon à entrer en discussion, en négociation avec l'État pour obtenir un pouvoir. Alors Michel, à condition qu'on ait un interlocuteur. Pour ne pas mobiliser la... Oui. Michel, je vais répondre après. L'État français déliquescent. Voilà, tout à fait. Mais j'aurais bien aimé entendre Karine, parce que il faut pas que je le lui a pas laissé. Mais oui. Non, c'est ça que tu veux. Dans la suite c'est ce que je veux. Non, je veux dire, dans la suite de cette discussion que nous avons, tu peux parfaitement intervenir, sinon... Oui, non, mais je suis parfaitement d'accord sur la nécessité d'exister tout court au sein du pouvoir décisionnel qu'il y a en France, parce que jusqu'à maintenant, on n'est pas du tout dans des principes qui sont respectés par les recommandations de l'ONU ou de l'OCDE, à savoir qu'ils défendent de plus en plus les principes d'autodétermination et des peuples d'ailleurs. Et donc, nous aurions pu travailler davantage à la représentativité de nos spécificités, de nos peuples, de notre culture, etc., pour déjà être mieux connus au sein du territoire français, et puis au fur et à mesure apporter de notre identité et de notre représentativité sur le territoire français, et aussi gagner en reconnaissance en réussissant à avoir davantage, nous aussi, de pouvoir décisionnel. Je pense que ce sont les principaux enjeux des prochaines années, puisqu'il y aura des échéanciers électorales, et les présidentielles, entre autres. Mais on en est là. On en est là parce que nous avons été trop longtemps déconsidérés, presque inexistants. Et quand on discute avec les homologues de l'Hexagone, ils ne connaissent pas nos territoires, ils ne connaissent pas nos spécificités, ils ne savent pas, alors des fois ils ne savent même pas dans quel océan tel ou tel île se trouve. La preuve, c'est que Macron lui-même avait dit l'île de la Guyane. C'est ça. Hélas. Bien, alors, si vous le voulez bien, nous avons un troisième thème à aborder, c'est la pauvreté dans les territoires ultramarins. Alors bien sûr, on n'apprend rien. Nous avons à peu près 80 000 personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Nous avons, je parle sous le contrôle de Monsieur Mathieu, 36 000 bénéficiaires du RSA. Ça n'a pas trop évolué, c'est bien ça. Ça n'a pas trop évolué. Nous avons un budget de la CTM, le budget de fonctionnement, qui est presque quasiment consacré aux aides individuelles de solidarité, c'est-à-dire la part servie aux personnes âgées, la PCH aux personnes handicapées et le RSA aux personnes qui sont en difficulté.
Donc, je parle toujours sous ton contrôle, Mathieu, entre 400 et 500 millions d'euros. Oui, un budget qui fait 1 milliard, cette année, 1 milliard 500 millions. Et l'an dernier, c'était plus 30% consacré au budget. C'était plus 30%. Donc, nous savons, par ces éléments-là, qui sont des indicateurs objectifs de la situation de la Martinique, mais pas seulement de la Martinique, mais pour la Réunion, c'est pire. C'est pire. La Réunion, c'est pire. C'est 3 fois plus que la Martinique. 3 fois plus que la France. Exactement. Et Mayotte, oui, c'est vrai que les chiffres ne prennent même pas en compte 3 fois plus que la France. Nous, c'est 2 fois, semble-t-il. En gros, la France, c'est 14,7%, et la Martinique, c'est 34%. Et selon cet observatoire des inégalités, qui est une association indépendante, donc on ne peut pas indiquer, on ne peut pas dire que, en fait, finalement, il est marqué avec le gouvernement ou autre chose, une association indépendante. Donc elle dit, attention, il y a un problème d'inégalité flagrante, puisque les territoires ultramarins, dits ultramarins, sont défavorisés et vivent une inégalité qui est flagrante, avec une certaine acuité. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais évidemment... Non, mais c'est des choses qu'on dit au quotidien ici. Et effectivement, il y a 27% de la population en Martinique qui vit sous le seuil de pauvreté, 14% en France, donc 2 fois plus. Et tous ces chiffres-là, en plus, cette population est encore plus en difficulté, parce que quand on regarde tous les différents paramètres, on l'évoque ici au quotidien, et c'est d'actualité, 40% de vie chère. Donc, ce qui fait que ces personnes ont déjà des revenus plus faibles, et en plus, pour s'alimenter, etc., au quotidien, tout coûte plus cher. Malheureusement, les transports, etc. Et ce qui fait que tout ça crée une très grande précarité. Et on l'a dit, plus de 80 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en Martinique, des inégalités flagrantes. Et c'est vrai que ça se traduit, par exemple, par des chiffres comme la banque alimentaire. Près de 20 000 personnes fréquentent la banque alimentaire. Sur ces 20 000 personnes, 7 000 sont des personnes très âgées. Donc, ce qui fait que, parce qu'on en parle très peu aussi, mais on a une population vieillissante et qui se retrouve en grande difficulté, parce que ici, c'est 40%, en l'Hexagone, quand on interroge des gens, près de 40% se disent qu'ils touchent des pensions de retraite, etc. Ici, les chiffres, c'est 2 fois moins. Donc, ce qui fait que tout ça montre cette inégalité que connaît la population martiniquaise. Tout à fait. Alors je reviens à toi, Kadmine, ne t'inquiète pas. Mais je viens à Justin. Tout à l'heure, Justin disait, nous sommes les oubliés de la République, en quelque sorte. Et cet observatoire des inégalités indique qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas d'études statistiques faites sur les territoires des Outre-mer, dits d'Outre-mer. Attends. Moi, je me réfère à ce que je lis de cet observatoire. Sauf attends, Michel. Oui, sauf pour la Martinique et la Réunion. Sauf pour la Martinique et la Réunion. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'études statistiques, ça veut dire véritablement nous sommes des oubliés de la France, très clairement. Alors, mais vas-y, je sais pas qu'à fait mal. C'est exactement absolument. Ouais. Sans y parole, tu n'as pas fait mal. Je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, en début d'émission, Mathieu a rappelé qu'il a été mon étudiant, ce qui me ravit, mais ne me rajeunit pas. Notre élément ne me rajeunit pas. Tu as bien enseigné, parce qu'effectivement, Mathieu... Et performant, je dirais. Il y a quasiment 20 ans, j'ai publié avec d'autres collègues, en particulier mon regretté collègue Michel Louis, un rapport à la demande du ministère des Outre-mer et du Conseil général, donc financé par ces 2 institutions, sur pauvreté, précarité, exclusion à la Martinique. Et nous faisions déjà à l'époque ces constats-là. Ça, c'est ma première observation. Ma deuxième observation, c'est qu'il y a 2 types d'inégalités. Il y a des inégalités entre les territoires ultramarins et l'Hexagone, mais au sein de ces territoires, il y a des inégalités encore plus flagrantes. Voilà. Troisième observation, ces constats mettent à l'épreuve tous les dispositifs de politique publique qui ont été mis en œuvre pour résorber les phénomènes de pauvreté. On a une population qui est très largement tributaire des aides sociales qui servent de substitut à des revenus réguliers à raison d'un chômage et de sous-emploi endémique. Et historiquement, qu'on vient de rappeler que la départementalisation avait pour vocation de réduire ces inégalités.
il a fallu attendre... Dieu les écarts, oui. Il a fallu attendre 1996, 50 ans, après la promulgation de la loi du 19 mars 1946, pour que Jacques Chirac proclame l'égalité sociale. L'égalité du SMIC. Ouais. Et en 2017, une loi a été adoptée à l'initiative du ministre des Outre-mer, M. Lurel, et qui est curieusement intitulée « La loi sur l'égalité réelle ». On n'y est toujours pas. On n'y est toujours pas. Et ces inégalités se greffent historiquement sur le legs colonial. On n'a pas très clairement soldé la question coloniale dans notre territoire. Exactement. Et tout vient de là. Et tous ces dispositifs qui s'enfilent s'apparentent parfois à cautère sur jambes de bois. Si, parce qu'on n'attaque pas, on ne porte pas la cognée à la racine du mal. L'État se contente de compenser via des transferts sociaux et du transfert public aussi. Hein. Il ne compense pas tout. Oui, partiellement. L'État malheureusement se contente de compenser ces situations sans chercher à les régler. Et donc, malheureusement, ça se répète. Et tous les rapports de l'Observatoire des inégalités, disent la même chose, quoi. Périodiquement, on nous revient. Il y a toutes les statistiques qui sont publiées périodiquement par l'INSEE, reprises par l'IEDOM, et qui montrent que la situation n'a vraiment pas changé. Donc il y a à réfléchir sur la politique qui est à l'œuvre et qui n'a pas produit les effets escomptés. Michel, j'imagine que tu es absolument d'accord avec tout ce qu'a dit Justin. Le fameux rapport qui a été cité récemment de l'Observatoire des inégalités dit... Le rapport sur l'Observatoire des inégalités reconnaît qu'il s'appuie sur les statistiques de l'INSEE. Bon. J'ai porté le rapport de l'INSEE. Bon. Autrement dit, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Justin Daniel, qui a bien résumé la situation. Je vais ajouter ceci. C'est une absurdité que nous avons. Nous avons cru, nous communistes, qu'on prenait une loi en 1946, la loi de départementalisation, qu'on allait régler la question du sous-développement et du mal-développement. De la même manière que certains croient que parce qu'on est français, on va résoudre le problème de la différence de prix. C'est la même illusion. C'est la même illusion. Bon. Alors, la question, le legs colonial, ce qu'il appelle le legs colonial, et que j'appelle, moi, le mal-développement. Le mal-développement. Nous avons un secteur marchand qui est relativement faible. Ce qui fait que, du fait que ce secteur marchand, c'est-à-dire les entreprises, sont peu nombreuses et de petite taille. Et par conséquent, les grandes entreprises sont situées dans les grandes familles. Bon. On ne crée pas une mentalité d'entrepreneuriat dans un pays sous-développé comme ça. L'entrepreneuriat, c'est un processus. Les économistes du développement te disent que ce processus est extrêmement long, historiquement, pour arriver à maturité, pour que dans une population naisse le désir d'entreprendre, non seulement le désir d'entreprendre, mais l'accumulation, les moyens, le capitalisme. Ok? Bon. Par conséquent, tu as cité la loi Ponce. La loi Ponce, c'est la défiscalisation. Le moyen principal
et je n'aurais terminé parce que je pourrais discourir longtemps là-dessus. Le moyen principal utilisé par la France pour développer les économies, c'est le moyen fiscal. OK? Et pas seulement depuis la loi Ponce. La loi Ponce, c'est 1986. Et bien avant, depuis 1952, il y a des dispositions spécifiques dans le Code des impôts, en gros, qui permettent de défiscaliser, c'est-à-dire, en gros, c'est quoi la défiscalisation? Si tu investis tes bénéfices dans l'entreprise, ces bénéfices sont déduits de tes impôts, de ton impôt sur les sociétés. Autrement dit, l'État te permet, l'État te fait le cadeau de tes impôts, c'est ça. Mais pour faire ça, il faut avoir des bénéfices. Et si tu es dans une petite entreprise artisanale qui n'arrive même pas à payer ses charges sociales, la défiscalisation ne peut pas fonctionner. Par conséquent, ces procédés, ce sont des procédés qui sont des procédés adaptés à une économie développée, capitaliste développée comme la France. Alors, pour l'anecdote, Michel. Donc, ce que je veux dire, mais je veux rajouter. On revient à ce que nous disions, il faut avoir un pouvoir normatif. Alors, Michel, je veux ajouter une pierre à ton édifice, et à titre anecdotique, mais pas seulement. Il paraît que la loi Ponce de défiscalisation a été rédigée au CAPEST. Oui, la loi Ponce a été rédigée par ça veut dire quoi? Oui. Bien sûr. Pour favoriser effectivement leurs investissements. Mais bien sûr. Bon, mais, non, mais c'est tout à fait normal. Donc, par conséquent, ce que ne disent pas les études de l'INSEE, l'INSEE fait une photographie, c'est comme pour les prix. L'INSEE fait une photographie de la situation, avec un appareil de photo. Mais l'INSEE n'explique pas le mécanisme qui crée la pauvreté. C'est des statistiques. Alors, nous n'avons pas encore quelqu'un comme Karine Thérèse qui touche du doigt la pauvreté, puisque, Michel, la pauvreté, puisque, effectivement, dans ton activité professionnelle, tu es amené à rencontrer beaucoup de jeunes, notamment, souvent des personnes qui sont en difficulté. Je ne me trompe pas. Absolument. Je reçois des patients de tous horizons et de tout âge. Et malheureusement, on a constaté dans le corps médical de plus en plus qu'il y a de très très fortes inégalités, qu'il y a des difficultés à se nourrir correctement et que le budget alloué à la santé est de plus en plus difficile à générer ou à mettre à disposition. Et donc, par conséquent, il y a une dégradation de la qualité de la santé sur nos territoires. Donc, bien entendu, on parlait de pouvoir d'achat, on parlait là on parle de santé, c'est lié. Parce que quand on n'arrive pas à se nourrir correctement, bien entendu, on consacre de plus en plus du budget au fait de se nourrir et de moins en moins aux autres choses qu'il y a autour, aux autres besoins. La santé en fait partie, d'autant plus qu'il y a une déresponsabilisation progressive de la sécurité sociale depuis plusieurs dizaines d'années. Donc on rembourse de moins en moins, on cotise de plus en plus. Et ces incohérences-là font que la qualité de la santé se dégrade. En plus de ça, malheureusement, les hôpitaux c'est le fruit de l'état des hôpitaux, c'est le fruit de la loi Bachelot sur les finances de l'hôpital. Donc malheureusement, on est au bout du bout, c'est-à-dire qu'on se demande à quel moment est-ce que l'État va privilégier correctement les intérêts des Français et des Français de l'outre-mer, on en fait partie. Mais quand on voit les états des hôpitaux, nous encore, on est un petit territoire, donc on constate que les effets sont très très graves quand on regarde l'état de la Ménard, par exemple, l'état des autres hôpitaux. Mais il y a quand même des régions en France où il faut parcourir plus de 200 km pour trouver une maternité ou exactement. Un établissement de santé. Donc il y a une dégradation de toutes les institutions depuis pas mal d'années.
Ça s'est accentué avec Emmanuel Macron par rapport à ses priorités en termes de gouvernance, mais j'avais quand même des éléments à transmettre aux téléspectateurs. Pour la France, on est riche à partir de 3 860 € net d'impôts. Et on est pauvre à partir du moment où on a moins de 1 102 € d'impôts par mois, ce qui représente 14,5% de la population. Et il y a eu plusieurs rapports d'alerte par rapport à l'accroissement des inégalités, dont le dernier a été transmis par Fabien Gay, sénateur de Seine-Saint-Denis, vice-président de la Commission des affaires économiques. Communiste et directeur de l'humanité. non, mais quand même. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le directeur de l'humanité. Je voulais juste il travaille très bien. Tu as dit 14%, mais pour que les téléspectateurs puissent comprendre, 14% c'est dans l'Hexagone. C'est-à-dire ici 14% en Martinique, c'est 27%. Martinique, c'est 27%. Tout à fait. Et les sources d'inégalité les plus flagrantes dans l'outre-mer, c'est d'abord sur l'alimentation, sur les revenus, sur la santé, le logement. J'y viens. Sur la taxe foncière, sur les télécommunications et les services bancaires, plus 72% sur nos territoires, c'est énorme. L'automobile et les pièces détachées, plus 1600% selon l'enquête de Turbo en 2020. Donc probablement qu'avec l'inflation que l'on a eue post-Covid, les chiffres ont pu changer. Le logement, donc avec des loyers qui rendent une situation, qui sont responsables d'une situation de vulnérabilité face à l'inflation et au mal logement. Dans l'outre-mer, on a quand même 110 000 logements insalubres, soit 12% du parc total. 15 000 personnes vivent dans des bidonvilles, par exemple à Mayotte, qui est le territoire le plus touché par le mal logement de toute la France. On a fait des plans d'investissement volontaires d'1,5 milliard d'euros pour réhabiliter le parc social et privé et développer le logement intermédiaire. Mais malgré ça, il y a quand même de grosses difficultés parce que la demande augmente. Et il y a aussi la vulnérabilité parmi les sources d'inégalité dans l'outre-mer. Il y a aussi la vulnérabilité des entreprises avec des freins à l'investissement, une faible capacité à se développer et à générer des investissements et à échanger avec l'extérieur du territoire. Sans compter, j'ai noté aussi qu'on a signalé de la part de la FSU, donc le syndicat des enseignants, qu'il y a énormément d'inégalités entre le scolaire dans l'outre-mer et le scolaire dans l'Hexagone, notamment avec des classes surpeuplées, un délabrement du bâti, des conditions d'apprentissage exécrables, de l'insalubrité, un taux d'échec scolaire qui est supérieur et des enfants plus exposés dans l'outre-mer par rapport à l'Hexagone au risque climatique, ce qui génère une différence d'enseignement il y a en moyenne 22 jours en moins d'enseignement dans l'outre-mer par rapport à l'Hexagone. Donc ça aussi, ça compte et ça crée des besoins qui sont supérieurs dans l'outre-mer par rapport à des besoins classiques dans l'Hexagone. Bien. Alors, Justin, tout à l'heure, tu disais qu'il y a des inégalités infraterritoriales, c'est-à-dire au sein même. C'est franchement l'image d'un pays sous-développé. C'est-à-dire que les inégalités sont telles. Mais je reviens à Mathieu tout à l'heure, mais bon, je t'interpelle là-dessus. Est-ce qu'on peut dire effectivement que nous sommes un pays sous-développé, malgré toutes ces voitures neuves qui roulent dans ce pays, mais lorsqu'on sait qu'il y a autant de gens qui vivent sur le seuil de pauvreté, on peut s'interroger quand même. Nous sommes un pays de paradoxes et de contradictions. Donc il y a des inégalités effectivement au sein même du territoire, mais il y a même des inégalités spatiales. Moi j'ai été frappé quand j'ai mené mon enquête de terrain, parce que j'ai pu constater sur la côte nord-atlantique, à la Martinique, du côté du Macouba, etc. C'est terrible. Donc, c'est là, je reprends du coup l'expression de Michel, c'est un mal-développement qui sécrète des inégalités. C'est ça le paradoxe. Et pour ma part, je pense que le système qui a été
la logique socio-économique qui a été inaugurée avec la départementalisation, avec une accélération à partir des années 60, ça a permis d'équiper la Martinique. Oui. Très clairement, les maires se sont beaucoup investis dans ce cadre-là. Il faut le dire très fort. Oui, ils ont bâti des écoles. Mais bien sûr. Et ça, je pense que c'est très bien. Du point de vue sanitaire, il y a eu des progrès incontestables qui ont été réalisés. Aujourd'hui, ce système et cette logique révèlent leurs limites. Voilà. Pour plusieurs raisons. D'abord, la capacité contributive de l'État est en train de diminuer et les choses n'iront pas en s'améliorant. Je fais et j'anticipe le même constat au niveau européen. Moi, je lis régulièrement les communications de la Commission de Bruxelles relatives aux régions ultra-périphériques. Et c'est clairement dit. On sait que souvent, c'est enveloppé. Là, c'est très clairement dit. En gros, on nous invite à nous prendre en charge et à nous appuyer sur nos ressources. Moi, je pense qu'après cette phase où la Martinique a réussi à s'équiper, bon, là, pour le moment, on a un port, on a des aéroports qui font pâlir de jalousie des autres territoires de la Caraïbe. Après cette phase, il faut passer à une phase qui permet d'accompagner ces équipements d'une véritable dynamique de développement économique, en mobilisant les ressources du territoire. Moi, je crois que c'est ça le défi de demain. Et pour cela, il faut que les Martiniquais adhèrent à ce projet collectif dont j'ai parlé tout à l'heure. Tout à fait. Alors, pour aller dans ton sens, le rapport qui sous-tendait la loi EROM, égalité réelle des Outre-mer, disait très clairement qu'il faut absolument que les territoires d'outre-mer, enfin en tout cas tous ces territoires ultramarins en quelque sorte, puissent compter sur leurs propres forces. Tout à fait. Oui. Et c'est pour ça que les contrats de convergence qui s'en sont suivis n'apportaient pas simplement une dotation de l'État, c'est-à-dire une participation, une contribution de l'État, mais faisaient appel à la CTM, mais également aux 3 EPCI, c'est-à-dire aux 3 communautés d'agglomération de ce pays. C'est là qu'il faut une coordination à l'échelle du territoire. Tout à fait. Alors, juste un dernier mot. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse également sur l'utilisation des fonds structurels que nous avons. Ces fonds structurels, à mon avis, gagneraient à être mobilisés, non pas en les considérant comme une manne permanente, mais de façon à réduire notre dépendance. Nous sommes d'accord. Sauf qu'il faut absolument modifier la procédure. Ah, nous sommes d'accord. Il faut modifier la procédure. Mais ça se joue entre l'État et... Mais oui, absolument. Le territoire, l'État et Bruxelles. Et on devrait avoir un particularisme, comment dire, pour les régions ultra-périphériques. Oui. Parce que ce sont des régions qui sont pauvres par nature, et donc on devrait pouvoir bénéficier d'avance. Alors ça se fait dans certains cas, mais également simplifier la procédure qui permet de capter ces fonds européens. Bon, alors, mais par contre, Mathieu, relativement à ce que disait Justin tout à l'heure, lorsqu'il parlait de compensation de la part de l'État, et tu as réagi vivement. Mais je connais le problème. J'ai dit que c'est une chose que j'allais dire que tu connais très bien. Bon, alors vas-y. Pour avoir été conseiller général, tu le connais très bien. Tu sais très bien que l'État ne compense pas et que, en moyenne, l'évaluation depuis des années, ça démarre bien en cette mandature et que vous aviez déjà à l'époque au conseil général, c'est pratiquement des fois 150 millions d'euros en moyenne qui ne sont pas compensés par l'État, puisqu'on sait que la dotation était sur l'année N-1 et entre-temps, il y a beaucoup plus de personnes qui se retrouvent et ce qui fait que les différentes collectivités, mais c'est pas qu'en Martinique, l'ensemble des collectivités, des départements, même dans l'Hexagone, le disent qu'au niveau social, l'État ne compense pas entièrement et qu'ils doivent retirer dans leur fonds propres, entre guillemets. Alors que le nombre de bénéficiaires augmente de manière malheureusement ne fait qu'augmenter. Exponentielle, oui. Et voilà, et on sait très bien qu'en plus que l'État, on a une raréfaction budgétaire, diminue les budgets. Ici, en plus, nous avons un double handicap avec une population qui diminue, donc ce qui fait que les dotations qui vieillit, donc ce qui fait que les dotations de fonctionnement diminuent. Et parallèlement,
on sait très bien qu'il y a plus de besoins. On l'a dit l'an dernier à PAP, PCH, les différents trucs, c'est plus 30%. C'est un cercle vicieux délétère. Oui. L'augmentation de la pauvreté et du vieillissement créé par le système fait qu'on a une diminution des dotations de l'État. La demande sociale augmente et les difficultés, par contre, des collectivités font que la pauvreté augmente. Donc, c'est là qu'il faut briser le cercle vicieux. Et ce que disait tout à l'heure Justin Daniel, c'est qu'à un moment donné, il faut un projet global, collectif. Voilà. Bon, je n'en dis pas plus. Karine a quelque chose à dire à ce moment. Juste rappeler que la France a une grandeur grâce aussi aux Outre-mer, grâce à ses anciennes colonies, qui sont encore dirigées comme des colonies, plus ou moins. Hein. Et n'oublions pas que dans le pacte colonial, il fallait que les colonies génèrent des ressources pour l'État, mais que l'État n'ait rien à dépenser pour les colonies. Tout à fait. Donc on y est encore. On y est encore, sauf qu'on arrive au bout d'un système où on a tellement puisé chez nous que c'est source de trop de conflits socio-économiques et qu'il va falloir, on est au bord de l'implosion, donc il va falloir réfléchir à un autre système qui soit plus équitable. Tout à fait. Et notamment, l'une des voies que l'on peut explorer, ça nécessite réflexion, c'est la voie des réparations. Parce qu'avec les réparations, on pourrait avoir d'autres ressources pour demander à l'État de prendre davantage de responsabilités sur nos territoires. Et puis de répartir les richesses différemment. Alors, mais effectivement, je voulais juste dire qu'il y a différentes visions de la réparation. Oui, mais parce qu'il y en a qui n'entendent pas du tout ce type de réparation-là. Je voulais simplement rajouter ce que tu as dit par rapport à l'Union européenne et ce qu'a dit aussi Justin Daniel. Malheureusement, effectivement, c'est vrai qu'on peut considérer qu'on a beaucoup d'inégalités, qu'on en manque de développement. Il faut bien sûr investir toujours sur nos territoires. Mais on se heurte à quoi à l'Union européenne actuellement? On se heurte à des pays qui ont été, non pas que l'Union européenne, et elle a intégré certains pays. Ces pays, malheureusement, tous leurs indices, que ce soit le PIB, etc., et même quand on rentre sur l'indice de développement humain, l'IPH, etc., l'IDH, tout ce qu'on veut, tous ces indices sont chez nous supérieurs à ces différents pays-là. Et chaque fois qu'on se retrouve devant une commission européenne, nous disent oui, c'est bien, la Martinique, d'accord, mais regardez la Roumanie, regardez leur taux de chômage, regardez leur niveau de revenu, regardez, c'est pas 1122 euros, etc. Là-bas, c'est 400 euros qu'ils gagnent, etc. Donc, c'est fait qu'on se heurte à ça et on se retrouve en grande difficulté et les arbitrages se font vers ces pays-là actuellement. Oui. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de s'attaquer aux RUP, aux régions ultrapériphériques, en disant que vous avez déjà un niveau de vie assez élevé. Donc maintenant, il faut que nous concentre ces différents fonds-là vers ces territoires-là. Et quand on a parlé, tu as parlé tout à l'heure des différents fonds, et notamment Justin Daniel aussi des fonds, mais moi je veux dire que la collectivité s'est attaquée à ça, parce qu'effectivement, il y a les fonds classiques, FEDER, FEADER, FSE, tout ce qu'on veut, mais il y a les fonds qui sont très importants en FESI, et qu'il faut aller chercher, récupérer, qui nous permettraient de développer, de mettre en œuvre des grands projets comme le TCSP, etc. ou autres. Et ces fonds-là, souvent, les collectivités ne vont pas les chercher, alors que ce sont des fonds très importants et qui sont supérieurs aux 600 millions d'euros qu'on a lors des différents programmes, ou 800 millions en moyenne. Alors, justement, la thématique de la compensation nous fait arriver au quatrième thème qui nous a été proposé, sur les finances serrées à la CTM. Et sur les déplacements hors de Martinique qui ont été suspendus par le PCE, c'est-à-dire Serge Letchimy, après une note interne en début de mois annonçant des restrictions budgétaires pour ses agents. La collectivité territoriale de Martinique décide d'une mesure exceptionnelle jusqu'à nouvel ordre pour cette fin d'année. Oui, alors, on peut comprendre, parce que lorsqu'on sait que les aides individuelles de solidarité augmentent, le budget, on l'a dit tout à l'heure, est entre 400 et 500 millions, sur un budget de 1,5 milliard cette année 2024. Il faut rappeler que l'année... Attends, tu vas je n'ai pas parlé, j'ai rien dit. L'année dernière, le budget de la CTM était de 1,7 milliard. Cette année, il y a une diminution relativement importante, puisqu'on descend à 1,5 milliard. On sent bien qu'il y a une difficulté de financement des besoins par la collectivité territoriale de Martinique. Alors, bien sûr, cet élément qui a été proposé par le PCE, on ne peut pas dire que ce soit substantiel, puisque ça ne représente pas grand-chose, mais c'est une valeur symbolique. Nous faisons un effort, c'est-à-dire les élus ainsi que les agents de la CTM font un effort de diminution des frais, notamment des frais de déplacement, pour dire à la population, pour envoyer
un signal à la population pour lui dire tout le monde doit faire un effort. Alors, tu as la parole, bien entendu. Non, ce que j'allais dire, c'est qu'effectivement, il y a ce courrier qui a été fait à l'ensemble des agents de la collectivité. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on l'a parlé tout à l'heure, là, dans le projet de loi de finances, il y avait normalement à la base, au départ, moins 5 milliards sur les collectivités. Rappelons que cette loi de finances, qui n'a pas été votée pour l'instant, fait que toutes les collectivités qui ont une dotation d'amorçage, etc., très souvent, ne l'ont pas perçue. Donc se retrouvent là en manque de trésorerie. Beaucoup de collectivités. Donc ce qui fait que l'ensemble des collectivités, que ce soit ici, en France, dans l'Hexagone, font des trucs. J'étais en train de regarder un peu les différentes collectivités, les différentes régions. Quand je regarde la région Pays de Loire, cette année sur son budget, ils ont dit c'est plus 100 millions d'euros d'économie. Ils ont 4000 agents, ils auront 100 agents en moins. Le département Haute-Garonne, c'est 164 millions d'euros d'économie qu'ils veulent faire sur le budget cette année. Ils ont 7000 agents, 500 postes en moins. Vous imaginez, là, ça se traduit par une économie financière, mais une économie aussi sur le nombre d'emplois. Comme dans le projet de loi de finances qui était prévu plus ou moins, le gouvernement Michel Barnier avait déjà annoncé 100 000 postes de fonctionnaires en moins, notamment dans l'éducation et dans les différents services. Nous, ici, en Martinique, on sait très bien dans quelle situation on est. Aucune collectivité ne licencie personne. Bien au contraire, l'ensemble des collectivités ne le font jamais. Des fois, ne remplacent pas certains départs à la retraite, etc. Mais très souvent, l'ensemble des collectivités cherchent à faire des économies d'échelle, ce qu'elles ont déjà fait comme la collectivité, c'est-à-dire diminuer les locations, etc., essayer de regrouper, faire de l'investissement. Mais, comme on dit, elles sont quasiment boutes à ce niveau-là. Elles ne peuvent plus, tu le connais très bien, tu es responsable de ça dans la collectivité dans laquelle tu es. Franchement, honnêtement, la ville de Fort-de-France est passée de près de 3 900 agents à 2 300 agents actuellement. Pourtant, la masse salariale est supérieure à ce qu'elle était quand elle avait les 4 000 agents. Donc ça démontre quoi? Qu'elle a fait de grandes économies, malgré ça. À cause de ces restrictions budgétaires-là, sont obligés de faire des économies. Et moi, je salue cette initiative de la collectivité, parce qu'elle aurait pu faire comme d'autres collectivités qu'on voit dans l'Hexagone, diminuer l'investissement de 200 millions, 300 millions, etc., et en plus supprimer des emplois. Ce que ne fait pas la collectivité de la Martinique. Alors Michel, toi qui es l'ancien président de la commission finances de la CTM, sur Marie-Jeanne, quel est ton point de vue là-dessus? Bon, mon point de vue, c'est que la collectivité territoriale de la Martinique est sous-dotée depuis longtemps. Et nous avions demandé d'ailleurs une étude qui avait été réalisée d'ailleurs par un responsable du Conseil général. Je vais te dire son nom après, hors antenne. C'est un homme sérieux. Il avait évalué entre 250 à 300 millions. C'est bien ça. Ouais. Quand on met en face les compétences, les obligations de la collectivité et les besoins financiers, il manquait 250 à 300 millions. Bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a reproché souvent à Marie-Jeanne de dire panier l'argent. Mais le problème, c'est que quand tu as une telle situation, il faut hiérarchiser les dépenses. C'est-à-dire qu'il faut savoir quelles sont les dépenses qui vont te permettre d'abord, tu parles du FCTVA, qui vont te permettre de récupérer de l'argent par le fonds de compensation de la TVA. C'est-à-dire quand tu fais des investissements, eh bien, l'État te rembourse la TVA que tu n'as pas dépensé. Enfin, que tu as dépensé, mais il te le rembourse. On te rembourse. Oui, bon. Te le rembourse. Et puis surtout, il faut investir dans des activités qui vont créer de la croissance. Oui, de la valeur ajoutée, oui. De la valeur ajoutée. Et comment donc créer aussi de la fiscalité, du retour sur investissement. C'est ça. Et c'est pour cela qu'il faut des pouvoirs nouveaux. Et nous étions arrivés à la fin de la mandature de Marie-Jeanne. Nous avions fait quand on dit qu'il n'y a pas de projet, non, nous avons fait un projet qui s'appelle Refondation de l'économie martiniquaise, avec un certain nombre de propositions institutionnelles. C'est ça la réalité. Alors, je m'aperçois que par des voies différentes, l'équipe qui nous a suivis aboutit presque aux mêmes conclusions. C'est qu'en réalité, la collectivité territoriale de Martinique a récupéré les compétences du Conseil général, du Conseil régional, mais n'a pas récupéré. Et non seulement cela,
en cours de mandature, on a diminué un certain nombre de ressources fiscales sur lesquelles nous avions le TFNB, sur lesquelles nous avions la possibilité de fixer les taux. Et on a remplacé ça par des fractions de TVA. Alors quand tu dis TFNB, il faut dire pour les téléspectateurs. Sur le non-bâti. Voilà. Ouais. Qui était une taxe qui était perçue par le Conseil général et qui a été transférée à la collectivité territoriale de Martinique. La CVAE aussi. Alors, mais il faut expliquer, parce que c'est le téléspectateur qui écoute... La cotisation sur la valeur ajoutée qui a remplacé la taxe professionnelle. Bon, tout ça nous a été supprimé, sur lesquels nous avions le pouvoir fiscal. Donc, à l'heure actuelle, la collectivité territoriale de Martinique, il y a un schéma que je montre constamment. C'est un camembert. Oui. La collectivité, les ressources externes de la collectivité, y compris l'emprunt, représentent 33% des ressources de la collectivité. 33%. Autrement dit, la collectivité est dépendante pour le reste, c'est-à-dire 67% des dotations de l'État. Et quand l'État... N'oubliez pas l'octroi. C'est pour ça que n'oubliez pas l'octroi de mer, quand même, oui. N'oubliez pas. L'État est en crise. 26% du produit fiscal. Celui qui nous tenait la main est en crise. C'est pourquoi je ne suis pas aussi optimiste. Bien, alors... Je voudrais juste rajouter à ce qu'a dit Michel Brochet, il y a une inégalité aussi qu'on n'a pas vu dans la majorité des cas dans l'Hexagone. Il y a eu beaucoup de fusions, c'est-à-dire entre les départements, les régions dans l'Hexagone, etc. Et lors de ces différentes fusions, l'État a donné une dotation d'amorçage lors de ces fusions. Malheureusement, en Martinique, on a eu zéro dotation. Et là, c'est une inégalité entre tout ce qui s'est passé dans les différents territoires dans l'Hexagone. On y revient de ce que les Outre-mer sont les oubliés de la République. Absolument. Et moi, je voudrais aborder dans le sens de Michel. Les collectivités territoriales ont perdu toute marge de manœuvre en matière de fiscalité. Et c'est particulièrement vrai pour nous. Donc je pense que la solution passe par le renforcement et la responsabilité, le renforcement du pouvoir fiscal et la responsabilité des collectivités territoriales. De ce point de vue-là, pour moi, ça c'est extrêmement important. Et puis le deuxième élément qui me semble intéressant, c'est aller très clairement dans le sens de la création de la valeur ajoutée. Voilà. C'est le chemin qu'il faut emprunter pour réduire notre dépendance. Exactement. Et ça participe, troisième constat, de ce que j'appelle de mes voeux une nouvelle approche, un nouveau modèle. Alors, sur ces mots, ils sont très engageants, puisque nous savons très bien qu'il faut absolument que nous changions de modèle, changions de paradigme, pour employer un mot qui est désormais très usité. La réflexion est ouverte sur ça. Alors, c'est plus que la réflexion. Hein. Je pense qu'au-delà de la réflexion, c'est l'action qui importe maintenant. Absolument. Elle est en cours. Écoutez, chers amis, je vais vous remercier, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi, je veux juste rajouter un bout d'une seconde. Juste un bout d'une seconde. Nous sommes en action. Et je reviens à la planification. Il faut que nous en arrivions à dire, en 2025, nous allons faire ça et nous allons proposer telle mesure législative ou réglementaire. Je prends un exemple. La vie chère. En 2025, nous allons demander le transfert du pouvoir de fixation des prix à la collectivité territoriale de Martinique et nous allons bloquer les prix. Je te souhaite du courage. Nous allons bloquer les prix et nous allons fixer. Il faut vraiment qu'on change la loi. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il emploie le mot planification. Oui. Donc c'est une économie planifiée que tu souhaites pour la Martinique. Tout à fait. Voilà. Je pense. Alors, une planification qui n'est pas autoritaire, c'est la planification à la Rocard. La planification souple, indicative. Michel Rocard, c'est ce qu'il a appliqué.
ça qu'il n'était pas très aimé par Mitterrand. Donc, parce que quand je dis ça à M. Lurel, qui est passé à l'Observatoire des prix, il m'a dit que je voulais soviétiser l'économie martiniquaise. Non, mais je n'ai pas osé le mot. Je n'ai pas osé le mot. Je n'ai pas osé le mot. Lurel, c'est un socialiste. Bon, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Nous n'avons plus que quelques minutes. Hein, non, je voulais juste dire qu'aujourd'hui, ça faisait que 11 ans, la disparition de Pierre Aliker. Et je voudrais saluer ce grand homme qui a été, sa victoire de grand homme. Quand on a parlé, on pourrait parler d'assainissement, d'écoles, de crèches, etc. Et au quotidien, jusqu'au bout, il demandait à chaque fois... Vas-y. Deux mots. J'ai reçu ce matin un appel téléphonique. C'est pas André, c'est Pierre. D'une étudiante de l'université de La Réunion et qui m'a demandé de lui envoyer ce dont je disposais sur l'affaire André Aliker. Ah, d'accord. Et elle va faire un article dans le journal de l'université. Et je lui ai dit que c'était aujourd'hui l'anniversaire de Pierre Aliker. Oui, alors elle va appeler, je lui ai dit d'appeler la mairie de Fort-de-France. Oui. Voilà. Mais il y a une littérature abondante sur la disparition d'André Aliker. Bien entendu, elle va pouvoir trouver des éléments de recherche, ça c'est sûr. Ça prouve quand même que la galaxie Aliker intéresse beaucoup de gens. Tout à fait. Karine, tu voulais dire quelque chose pour terminer ou pas? Ah non, moi je voulais juste terminer, je laisse la parole à Karine. Je voulais se dire, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, il y a une phrase célèbre que tout le monde connaît, il ne faut jamais permettre que l'intérêt général soit noyé dans les eaux glacées des intérêts privés. Je pense que tu as certains de tes anciens collègues qui devraient écouter ça et illustrer ça. Toi, j'ai fini. Alors moi je vais terminer. Michel, je vais terminer sur un rendez-vous que je donne à tous les Martiniquais dans le cadre d'une mobilisation contre l'implantation de centres commerciaux sur des terrains agricoles dans des zones inondables, donc à Ducos, au Saint-Esprit et au Vauclin. Donc le convoi s'appelle Nous Bon Épissa. Nous vous donnons rendez-vous au Vauclin ce dimanche à 8h sur la place des Fêtes. Et, la place des Fêtes du Vauclin. Ah, du Vauclin, oui. Du Vauclin. Et dimanche 15, donc dimanche de la semaine prochaine, nous reprendrons notre convoi de Ducos au Saint-Esprit pour terminer au Vauclin. Voilà. Vous êtes donc tous invités, chers amis, à venir. Les élus aussi. Gonfler les rangs de ces personnes qui revendiquent l'arrêt de l'implantation des centres commerciaux. Et le renforcement des monopoles, au détriment de l'environnement et de la spécificité de nos commerces locaux. Bien, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, nous avons terminé. Nous espérons vous avoir apporté quelques lumières sur ces thématiques qui nous ont été proposées. Et puis, je vous invite la semaine prochaine à nous regarder encore dans votre télévision. Allez, au revoir. Merci à tout le monde, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.